Alors, on va classer les fonds propres par qualité. Donc c'est ce qu'on appelle les tiers. Et donc on va classer les fonds propres selon leur qualité. Alors comment on va déterminer ces catégories de fonds propres? C'est la qualité des fonds propres. Et ben il ne va pas y avoir dans la directive une liste exhaustive de fonds propres en disant tel fonds propre c'est telle qualité, etc. En fait, il va falloir que chaque organisme passe au crible d'un certain nombre de critères, ces fonds propres, pour déterminer s'ils sont de meilleure qualité possible ou s'ils sont de qualité médiocre. Et ces critères, quels sont-ils? Il va falloir s'interroger sur déjà, est-ce que mon fonds propre, c'est un fonds propre de base ou un fonds propre auxiliaire? Ensuite, il va falloir s'interroger sur la disponibilité du fonds propre pour l'absorption des pertes, que ce soit dans une situation de continuité d'exploitation ou en cas de liquidation. Il va falloir aussi mesurer la durée du fonds propre. Est-ce que le fonds propre est disponible en permanence sur une durée indéterminée, ou est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir une échéance de remboursement du fonds propre? Et est-ce qu'il y a un certain nombre d'absences d'obligations de remboursement du nominal, de contraintes, d'options de sortie, etc. Donc chaque fonds propre va devoir être passé au crible de ces critères-là. Et donc on va classer les fonds propres selon 3 tiers. Tier 1, ça va être la meilleure qualité de fonds propres possible. Tier 3, ça va être la plus mauvaise qualité de fonds propres. Alors le tier 1, ça va être les éléments de capital donc, de la plus grande qualité. Donc des éléments de fonds propres qui sont disponibles en permanence ou disponibles en cas de liquidation. Alors on vous donne des exemples, le capital social, par exemple les réserves de bénéfices. Typiquement, ça c'est des fonds propres de meilleure catégorie. Le tier 2, ça va être des fonds propres qui ne vérifient pas tous les critères. Donc il y a des critères qui ne sont pas vérifiés. Par exemple, ça peut être des fonds propres qui sont disponibles uniquement en cas de liquidation, mais pas dans le cadre d'une continuité d'exploitation. Les fonds propres auxiliaires ne peuvent être au mieux que du tier 2. Et donc on vous donne un certain nombre d'exemples. Par exemple, les actions de préférence, les titres subordonnés, les lettres de crédit ou les rappels de cotisation. Tous ces éléments seront de tier 2. Enfin, le tier 3, c'est un peu la voiture balai. Vous classerez dans le tier 3 tous les fonds propres que vous n'avez pas pu classer ailleurs. Donc on retrouve là-dedans quelques titres subordonnés qui arrivent en fin de vie ou avec des options assez complexes. On peut aussi avoir du capital non appelé, enfin voilà. Alors pourquoi c'est important de classer les fonds propres selon les 3 catégories de fonds propres? Parce que tous les fonds propres ne vont pas pouvoir être éligibles pour couvrir les seuils minimums de fonds propres. Alors pour le MCR, ce que vous dit la réglementation, c'est que le MCR, seuls les éléments de niveau 1 et 2 sont éligibles en couverture du SCR. Et le tier 1 doit représenter au moins 50% du total de fonds propres qui vient en couverture du MCR. D'accord ? En revanche, pour le SCR, les 3 niveaux sont éligibles, mais le tier 1 doit représenter au moins un tiers des fonds propres, et le tier 3 ne doit pas représenter plus d'un tiers des fonds propres. Donc vous avez des contraintes assez fortes sur les fonds propres que vous allez pouvoir comptabiliser pour couvrir votre SCR, MCR, sachant que si vous passez en dessous du SCR ou si vous passez en dessous du MCR, vous allez avoir, comment dirais-je, des sanctions d'ACP. Alors les sanctions, elles sont progressives. Quand vous passez sous le SCR, ça peut aller, je sais pas, d'un plan de rétablissement jusqu'à la nomination d'un administrateur provisoire. En revanche, si vous passez sous le MCR, vous avez 3 à 6 mois pour présenter un plan de rétablissement, sinon c'est le retrait d'agrément. Donc là, en revanche, l'intervention est un peu plus musclée. Donc voilà ce que je voulais vous dire donc, sur le passage de solvabilité 1 à solvabilité 2, ce qui est résumé en fait dans le diagramme ici. Donc ce qu'on a vu en fait, solvabilité 1, j'ai de la prudence dans mon bilan. Donc mes actifs, je vais les valoriser en valeur d'achat, en valeur d'acquisition. Mes provisions, donc je ne vais pas calculer, donc mes actifs, je vais donc les calculer
en valeur d'acquisition, donc je ne vais pas comptabiliser mes plus-values latentes éventuelles. Après, évidemment, je peux être en moins-value latente, mais si je pars d'une situation où je suis en plus-value latente, je ne vais pas pouvoir les comptabiliser dans mon bilan solvabilité 1. Mes provisions techniques vont intégrer soit explicitement au travers d'obligations de la réglementation, soit implicitement une marge de prudence. Et je vais avoir une marge de solvabilité, un seuil minimum de fonds propres à respecter. Alors, du coup, ça rendait le bilan pas forcément très lisible, puisque par exemple, sur les provisions techniques, chaque acteur, chaque organisme pouvait choisir le niveau de prudence qu'il allait mettre dans ses provisions techniques de manière pas forcément transparente. Sous solvabilité 2, on va passer à une approche plus économique, à une valorisation économique du bilan. Et donc, on va afficher directement les actifs en valeur de marché. On va faire apparaître les engagements en valeur moyenne de manière explicite, et ça va s'appeler la meilleure estimation. Et puis on va calculer, à côté de cette meilleure estimation, une marge de risque qui va servir au transfert des engagements. Et puis on va calculer deux seuils, le ASR et le MCR, on va voir comment ils se calculent, des seuils minimums de fonds propres. Alors, quelle va être la conséquence du passage de solvabilité 1 à solvabilité 2? Quelle est la conséquence de la valorisation en valeur de marché de mes actifs sur mon bilan solvabilité 2? Le fait de passer de 1 Quelle va être la conséquence, le fait de passer de solvabilité 1 à solvabilité 2, le fait de passer d'actifs en valeur comptable, en valeur d'achat, à des actifs en valeur de marché, quelle va être la conséquence sur le bilan solvabilité 2? Il va bouger tout le temps. Exactement. En fait, on va intégrer toute la volatilité des actifs dans le bilan solvabilité 2. Et en fait, cette volatilité des actifs, les provisions techniques, elles ne vont pas varier en fonction du contexte de marché. Donc en fait, toute cette volatilité active, elle va se contaminer, elle va se transmettre directement sur les fonds propres. Et en fait, on va avoir une volatilité des fonds propres très importante sous solvabilité 2. Alors ça, c'est une notion qui est fondamentale à avoir en esprit. C'est que solvabilité 2, on va avoir des fonds propres extrêmement volatiles. On va pouvoir avoir des taux de couverture qui vont varier, en fait, en même temps que vont varier les conditions de marché. Ça veut dire dans les organismes de mettre en place des outils de pilotage qui vont permettre de piloter cette volatilité. L'idée, c'est que quand on va se retrouver avec beaucoup de fonds propres parce qu'on est dans des conditions de marché favorables, il ne va pas falloir se lancer dans des investissements ou dans des développements tout azimut, parce que au moindre retournement de marché, nos fonds propres risquent d'être divisés par deux, de varier très fortement. Autre conséquence, c'est qu'il y a des organismes qui vont qui vont peut-être vouloir chercher à piloter la volatilité de leurs actifs. D'accord ? À réduire cette volatilité-là, ou en tout cas à faire en sorte d'avoir un montant d'actifs qui est très peu volatile. Par contre, chercher du rendement et de la volatilité que sur leur que sur une partie réduite de leur actif. Pour avoir, l'idée c'est de dire, là si j'ai mes provisions techniques, là j'ai mon montant de fonds propres qui me permet de couvrir à 200% le SCR, je vais, sur tout ce montant-là de mes placements, je vais chercher à maîtriser le plus possible la volatilité pour pas que mon taux de couverture passe en dessous de 200%. Par contre, sur toute cette partie-là, c'est là où je vais essayer d'aller chercher du rendement et là où je vais éventuellement chercher de la volatilité. D'accord ? À titre d'exemple, à titre d'illustration complémentaire, donc pour un organisme pour lequel on a travaillé, donc si ça c'est mon seuil, un niveau de fonds propres qui permet de couvrir 100% du SCR, en fait le ratio de couverture de l'organisme, trimestre par trimestre, faisait quelque chose comme ça. Voilà. C'était entre 2007 et 2009. Donc en fait, on passait allègrement en dessous de 100% de taux de couverture. Et à contrario, même quand on était très bas,
en taux de couverture, 6 mois plus tard, on pouvait se retrouver à couvrir parfaitement le SCR. Bon, là, c'était un cas particulier. Hein. C'est typiquement un organisme branche longue. Quand je vous disais tout à l'heure que ça posait le problème, le branche longue, c'était qu'on était confronté à ces variations de taux de couverture. Sachant que, théoriquement, si on est sous solvabilité 2, dès qu'on passe en dessous de 100% du SCR, voilà, on peut avoir un retrait d'agrément potentiel. D'accord ?